14 juin 1957, 2h34 du matin, un appartement exigu au troisième étage du 456 West 23rd Street, Chelsea, New York. L'air est saturé d'une humidité poisseuse qui colle les chemises au dos, et le tic-tac obsédant d'une horloge murale bon marché amplifie le silence jusqu'à l'insupportable. Comme si chaque seconde conspirait à trahir l'homme assis à la table de formica ébréchée, une cigarette se consumant lentement entre ses doigts tremblants, le filtre déjà jauni par la sueur et la nicotine. Il s'appelle Viktor Kuznetsov, alias Victor Kane, pour les voisins indifférents. Un immigrant roumain de façade, aux yeux hantés par les ombres du GRU, l'armée soviétique d'espionnage qui tire les ficelles depuis un safe-house anonyme dans le Queens. La pellicule est là, enroulée dans un sachet Kodak ordinaire, innocente en apparence, mais gorgée de microfilms minuscules encodés avec les plans d'un nouveau radar américain volé lors d'un dead drop la semaine précédente près du pont de Brooklyn, où le vent du port avait fouetté son manteau comme un avertissement ignoré. Il fixe le rouleau, le cœur battant au rythme des sirènes lointaines de la police new-yorkaise, se demandant si le téléphone qui ne sonne pas est pire que celui qui sonnerait trop tôt, car le silence est le premier allié de la paranoïa. Ce murmure constant qui suggère que les murs eux-mêmes écoutent, que les voisins du dessus marchent trop lourdement pour être innocents, que la lumière jaunâtre de l'ampoule nue bourdonne comme un fil tendu prêt à rompre. Victor allume une autre cigarette, la flamme du briquet Zippo tremblant dans l'obscurité, projetant des ombres dansantes sur les rideaux tirés qui ne bloquent pas vraiment la vue des immeubles d'en face, où une fenêtre reste obstinément éclairée depuis des heures. Un agent du FBI en planque? Ou juste un insomniaque? Il sait que les tradecraft du GRU exigent la précision chirurgicale. Le drop-off doit se faire à l'aube dans un drugstore de Midtown, signalé par un exemplaire du New York Times plié en triangle sur le comptoir des pellicules photos. Mais ce soir, la peur viscérale d'être suivi le ronge, car hier, dans le métro, un homme en chapeau fedora avait regardé son reflet dans la vitre, un battement de cils trop long. Il emballe le rouleau dans du papier journal froissé, le glisse dans sa poche intérieure et se lève, les lattes du plancher grinçant comme un cri étouffé sous ses pas feutrés. Dehors, la rue est un canyon d'ombre où chaque poubelle pourrait cacher un mouchard, chaque taxi qui passe un risque calculé. Il descend l'escalier en retenant son souffle, les marches usées résonnant d'échos qui semblent se multiplier, comme si un poursuivant invisible calquait ses mouvements avec une précision surnaturelle, et au rez-de-chaussée, la porte palière s'ouvre sur une bouffée d'air chargée d'égouts et de pain rassis de la boulangerie voisine. Le drugstore Woolworths, sur la 34e rue, ouvre à 6 heures précises, mais Victor arrive à 5h47, le front perlé de sueur froide, malgré la brise matinale qui porte l'odeur âcre des bus Greyhound. Il feint d'acheter des cigarettes Lucky Strike, son regard balayant les vitrines réfléchissantes pour détecter les filatures, un livreur de journaux qui s'attarde, une femme avec un landau qui tourne trop lentement et pose le journal plié sur le comptoir des développements photos, le rouleau dissimulé dessous comme un serpent endormi. « Une pellicule à développer, monsieur », murmure-t-il à l'employé, un jeune nommé Eddie Malone, 22 ans, originaire du Bronx, qui mâche un chewing-gum avec l'indifférence d'un civil ignorant les abysses du renseignement. Eddie hoche la tête, empochant le ticket numéroté 472 et range le sachet dans le casier du labo, sans remarquer la rigidité du rouleau, ni le léger renflement qui n'appartient pas à une simple Kodak Gold. Victor sort, le cœur cognant, et s'engouffre dans la foule matinale, mais au fond de lui, une voix insiste. Et si l'employé regarde de trop près? Et si le développement révèle non des vacances en famille, mais des schémas de radar classifiés en micro-dos, ces points invisibles à l'œil nu qui contiennent des secrets capables de faire basculer l'équilibre atomique? Eddie Malone termine son shift à 14 heures, les yeux larmoyants des vapeurs chimiques du labo,
où les cuves d'argent nitrate bouillonnent sous les néons fluorescents qui bourdonnent comme des mouches piégées. Le ticket 472 attend toujours. Orphelin dans la pile des pellicules oubliées, le client n'est pas revenu. Une négligence fatale que Victor maudit déjà dans son appartement, où il arpente la pièce en fumant sans interruption. Les mégots formant un tas gris dans le cendrier débordant, écoutant la radio crachoter des bulletins météo qui masquent peut-être des codes KGB. Eddie, pressé par sa fiancée qui l'attend au dîner du coin, décide de jeter un œil avant de fermer. Il charge la pellicule dans l'agrandisseur Bell & Howell. Et sous la lumière rouge sang du labo, les premières images émergent. Pas des portraits souriants ou des paysages du Jersey Shore, mais des motifs étranges. Des points noirs microscopiques, alignés en grille parfaite, sur des négatifs vierges en apparence. Son pouls s'accélère. Il zoome. Et là, sous la loupe, des lignes techniques se dessinent. Schéma de fréquence radar, équations cryptées, noms de code comme Typhoon et Red Banner. Des termes qu'il ne comprend pas, mais qui puent le danger national. La pellicule tremble dans ses gants de coton. Il pense aux films d'espions au cinéma RKO, mais ici, c'est réel, palpable. Et le bourdonnement des néons semble soudain menaçant, comme si le labo entier était sur écoute. Tu hésites, Eddie? Le combiné du téléphone payant à la main? La cabine téléphonique étouffante dehors sous le soleil de juin qui cogne comme un interrogatoire? Sachant que signaler ça au FBI pourrait transformer ta vie banale en cauchemar de surveillance. Mais le silence après cette découverte est pire. Un vide qui aspire tes certitudes. Tu composes le numéro du bureau fédéral de Manhattan, appris par cœur des pubs anticommunistes à la radio, et une voix nasillarde répond « FBI, agent spécial Harlan Reed à l'appareil ». Les mots se bousculent, entrecoupés de silence où tu entends ton propre souffle amplifié. Et Reed, un vétéran de 42 ans aux cigares éternels, note tout. L'adresse du drugstore. La description du client. Grand, accent slave peut-être, chapeau mou, et promet une équipe dans l'heure. Bientôt, des hommes en costume gris impeccable envahissent le labo, leurs chaussures claquant sur le linoléum, emportant la pellicule dans une mallette samsonite cadenassée, tandis qu'Eddie signe une déclaration sous serment. Ses mains moites, laissant des traces sur le papier, se demandant si sa fiancée, qui rit au comptoir du diner, soupçonne que son fiancé vient de déclencher une enquête fédérale contre un réseau soviétique endormi depuis des mois. À 120 blocs de là, dans un bureau terne du Federal Building sur la Park Avenue, l'agent Reed examine les microdos sous un microscope stéréo. La pièce imprégnée d'une odeur de café froid et de papier miméographié, les stores vénitiens filtrant la lumière en barreaux d'ombre qui rappellent les cellules de Sing Sing. Les images se révèlent. Pas une pellicule photo ordinaire, mais un vecteur de renseignement GRU avec des plans détaillés du système radar AN FPS-18, volé par un insider de l'US Air Force à Wright-Patterson, transmis via une chaîne de 6 agents illégaux infiltrés depuis 1953. Reed allume une cigarette, le filtre se consumant tandis qu'il trace les connexions sur une carte murale. Victor Kane, soupçonné depuis un wiretap raté l'an dernier. Sa sœur, Maria, en réalité sa coéquipière, caissière au supermarché A&P de Brooklyn. Le Handler, un diplomate soviétique sous couverture à l'ONU. La paranoïa s'installe déjà dans le réseau. Ce soir-là, Victor, dans son appartement, fixe le téléphone muet, le tic-tac de l'horloge amplifié par l'absence de signal de confirmation du drop, se demandant si le silence est un code pour compromis ou pire, pour fui. Il compose un numéro codé, une série de sonneries courtes longues qui imitent le morse, mais la ligne crépite de statique, et au bout, une voix familière. « C'est fait », ment-il, la gorge serrée, ignorant que les wiretaps du FBI captent déjà chaque souffle.
Les jours suivants s'étirent en un supplice de surveillance invisible, où chaque pas dans les rues de New York devient un échiquier mortel. Victor sort pour un dead drop de routine près du zoo de Central Park, un banc gravé d'initiales sous un chêne centenaire, où il dépose une enveloppe vide en échange d'un signal. Un craquement de brindille qui ne vient pas. Il attend, immobile, le soleil filtrant à travers les feuilles en motif paranoïaque. Une cigarette brûlant jusqu'à lui rôtir les doigts. Le filtre noirci tombant en cendres sur le gravier. Des enfants rient au loin, mais leur voix sonne faux, comme des appâts du FBI. Maria, au supermarché, scanne les conserves de soupe Campbell's avec des mains qui tremblent légèrement, jetant des regards aux clients. Cet homme en imperméable qui achète trop de pain. Cette femme qui lit le Daily News plié exactement comme le signal d'urgence. Chez elle, dans un sous-sol humide de Bay Ridge, elle écoute la radio à volume bas. Le sifflement statique, masquant peut-être les bips d'un van de surveillance garé en double fil dehors. Ses antennes, dissimulées sous une bâche de chantier. Le handler, colonel Ivan Petrov, alias Ivan Peters, arpente les couloirs feutrés de la mission soviétique à l'ONU, où les ascenseurs grincent comme des confessions avortées, et chaque appel à Moscou, via des lignes brouillées par des codes one-time pad, s'accompagne d'une pause interminable. Le combiné chaud contre l'oreille, attendant le clic qui confirme la réception ou l'interception. L'enquête fédérale s'épaissit comme la brume du matin sur l'East River. Reed coordonnant des tailles discrets. Des agents en Ford Falcon banalisés suivant Victor depuis son boulangerie préférée, notant chaque arrêt au feu rouge où ses yeux scrutent les rétroviseurs. Une nuit, dans un dîner ouvert 24 heures sur la 8e avenue, Victor rencontre un contact subalterne, un coursier du réseau nommé Léo, un tailleur juif d'origine polonaise recruté par chantage sur sa famille restée à Varsovie. Il s'assoit dans un box craquelé, le néon open bourdonnant au-dessus, commandant des œufs au plat qui refroidissent intacts. Les mots codés fusent. La récolte est bonne cette année pour les microfilms. La pluie menace pour l'extraction. Mais Léo transpire, ses yeux fuyant vers la vitre embuée où un reflet de voiture noire s'attarde. Victor sent le piège se refermer, le silence entre leurs phrases s'alourdissant de non-dits. La cuillère tintant contre la tasse comme un compte à rebours. Dehors, les agents du FBI photographient la plaque minéralogique avec des minox camouflés. Et au quartier général, les plaques d'identité s'empilent. Léo Frankel, 38 ans, 2 arrestations pour contrebande, vulnérable aux pressions. La pellicule oubliée devient le pivot d'une opération nommée Shadow Reel par le FBI, où des labos du Technical Services Staff décryptent les microdotes nuit et jour, les écrans oscilloscopes clignotant dans des sous-sols bétonnés, l'odeur d'ozone et de soudure imprégnant l'air. Reed interroge Eddie Malone dans une salle anonyme du Federal Plaza, les murs beiges absorbant les sons, une unique lampe de bureau projetant des ombres accusatrices. Eddie répète son histoire, la voix chevrotante, fumant 3 cigarettes en 21 minutes, le filtre mâchonné témoignant de son angoisse naissante, et si les Russes le traquent. Reed le rassure d'une tape bourrue, mais promet une protection. Un appartement safe house à Staten Island, où Eddie passera des nuits à fixer le plafond craquelé, écoutant les craquements de la maison comme des pas furtifs. Pendant ce temps, le réseau implose de l'intérieur. Maria reçoit un signal d'urgence, un ticket de métro froissé dans sa boîte aux lettres et contacte Victor par un appel codé depuis une cabine publique. Le combiné glissant dans sa paume moite, tandis que des passants anonymes s'attardent. La grand-mère est malade. Code pour abortir. Mais Victor, paranoïaque, soupçonne une taupe et raccroche abruptement, le déclic résonnant comme une sentence. Les semaines s'étirent en un lent étranglement psychologique où la surveillance FBI devient une omniprésence fantomatique. Micro caché dans les lignes téléphoniques de Victor
crachote des enregistrements nocturnes, sa respiration lourde entrecoupée de murmures russes avortés. Taille pédestre le suivant de bloc en bloc, se fondant dans la foule de Wall Street où il feint un job de comptable. Une nuit pluvieuse, il tente un brush-pass avec Petrov dans le métro IRT, la 42e rue, où les rames grincent et les lumières vacillent, projetant des éclairs sur leurs visages tendus. L'échange, une cigarette allumée à l'envers pour compromis, échoue quand Petrov aperçoit un reflet suspect dans la vitre, et ils se séparent. Cœur battant, escalier mécanique résonnant d'échos multipliés. Petrov, de retour à l'ONU, rédige un câble crypté sur un Underwood silencieux, les touches claquant dans le bureau vide après minuit, mais hésite avant d'envoyer, fixant la fenêtre où les lumières de Manhattan clignotent comme des yeux. Au GRU, à Moscou, le message arrive déformé, déclenchant une purge distante. Ordre d'exfiltration, mais trop tardif, car le FBI resserre l'étau. Tu sens la nasse se refermer, Victor, lors d'une attente interminable au coin de la 5e avenue et 59e rue, où tu déposes un signal de détresse. Un journal plié en accordéon sur un banc, sous un ciel de plomb qui menace l'orage. La pluie fine rongeant ton col comme l'acide de la trahison. Les pigeons picorent autour, indifférents, mais chaque ombre portée par un parapluie pourrait être un agent. 1 heure passe, puis 2, le froid s'infiltrant dans tes os, tandis que la cigarette après cigarette réduit tes doigts à des moignons brûlés, le filtre collant à tes lèvres gercées. Personne ne vient, le réseau s'effrite. Léo craque le premier, convoqué par Reed dans une planque de motel sur la route 1, où sous les néons clignotants d'un Howard Johnson's, il signe une coopération en échange d'immunité, révélant les dead drops, les codes, les safe houses, un sous-sol à Coney Island, un grenier à Harlem. Maria, flairant le vent, tente de fuir via le bus Greyhound vers le Canada. Mais un barrage routier FBI l'intercepte à la frontière du New Jersey, ses valises fouillées révélant des one-time pads cousus dans l'ourlet de sa jupe. L'arrestation de Victor survient le 23 juillet 1957, à 4h12 du matin, dans son appartement de Chelsea, où le silence est brisé par un coup sec à la porte. Pas un knock ordinaire, mais 3 martèlements mesurés qui font vibrer les murs. Tu hésites, la main sur la poignée, sachant que l'ouvrir invite l'inévitable, que le silence derrière était déjà une prison. Les agents en trench coats envahissent, armes au poing mais voix calme. FBI. Kane, c'est fini! Tandis que les menottes claquent froides sur tes poignets, le tic-tac de l'horloge moqueur en fond. On t'embarque dans un ascenseur grinçant, descente interminable vers la rue où des flashs d'appareils photo crépitent comme des rafales, et au Federal Plaza, la salle d'interrogatoire est un cube de béton au mur suintant, une table boulonnée rivée au sol, une ampoule unique bourdonnant sans relâche. Reed entre, dossier sous le bras incluant la pellicule agrandie en poster géant. Une erreur, Victor. Une pellicule oubliée. Les heures s'étirent. Questions répétées en boucle. Nom, drop, handler, entrecoupé de silence où tu fixes le cendrier vide, regrettant chaque cigarette non fumée, chaque regard jeté par une fenêtre. Maria craque après 48 heures dans une cellule adjacente où les tuyaux goûtent rythmiquement, son moral miné par des photos de sa famille soviétique, en réalité des otages du GRU, promise à la torture si elle parle. Petrov est exfiltré de justesse via un vol Aeroflot, mais pas avant un dernier appel wiretappé. La pellicule a tout brûlé. Voix brisée par la friture statique. Le réseau s'effondre en cascade. 6 arrestations, dont 2 insiders militaires. Des tonnes de documents saisis dans des planques humides, microfilms fondus au chalumeau par des agents désespérés. Eddie Malone, promu témoin vedette, vit désormais sous protection. Changeant d'appartement tous les mois, sa fiancée partie emportant le rêve d'une vie normale, hantée par les ombres dans chaque drugstore.
Victor, en transit vers Leavenworth, fixe le paysage du train qui file, les rails chantant un requiem pour l'espionnage ordinaire, sachant que la pellicule oubliée n'était pas une fin, mais le début d'une surveillance éternelle, où même en prison, les murmures du GRU persistent dans les rêves et le tic-tac des horloges ne s'arrête jamais. Les conséquences s'étendent comme une toile d'araignée invisible. Au Pentagone, les radars AN/FPS-18 sont reclassifiés. Des purges touchent l'Air Force. Des familles d'agents déchus reçoivent des lettres anonymes du Comité des activités anti-américaines. Leur vie banale irradiée par la trahison. Reed, promu, arpente toujours les couloirs enfumés du FBI, mais fixe désormais ses pellicules photos avec suspicion, développant lui-même chez un labo militaire. Petrov, rapatrié à Moscou, est interrogé dans une datcha lugubre des bois de Peredelkino, où le vent dans les pins amplifie les silences du NKVD. Sa carrière brisée par une négligence à 8000 km. Et toi, spectateur piégé dans cette lente agonie froide, sens-tu encore le bourdonnement des néons, le filtre de la cigarette contre tes lèvres, le poids d'une pellicule ordinaire qui a fissuré un empire d'ombre? La guerre froide ne pardonne pas les oublis. Elle les magnifie en chutes interminables, où chaque tic-tac est une menace renouvelée, et le silence, le plus cruel des interrogatoires. Dans les archives jaunies du FBI, la pellicule repose scellée. Mais son fantôme hante encore les nuits de New York, où les drugstores ferment tard et les employés jettent un œil 2 fois. Mais le fantôme ne dort pas. 8 ans plus tard, 1962, Cuba vibre sous le soleil implacable des missiles. Et dans un bunker de l'Anglais, un analyste aux lunettes fendillées exhume le dossier jauni. Opération pellicule oubliée. La toile s'élargit. Eddie Malone vieillit prématurément, le foie rongé par le bourbon des motels anonymes, témoigne une dernière fois devant une commission secrète. Sa voix rauque comme un vinyle rayé. « C'était juste une bobine Kodak, messieurs. » Mais elle a ouvert les vannes. Les sénateurs hochent la tête, mais leurs yeux glissent vers les ombres du projecteur, où des silhouettes floues dansent encore. Victor, libéré par un échange discret au pont de Glienice, recyclé dans les couloirs du KGB, murmure à un jeune officier prénommé Yuri « L'Amérique oublie, mais pas nous. La pellicule n'était que le premier acte. » Reed, colonel à présent, pilote un Ford Galaxy noir vers les Everglades, escortant un défecteur cubain dont les confessions sentent le rhum et la trahison. La radio grésille. Khrouchtchev défie Kennedy. Les sous-marins rôdent. Mais dans le rétroviseur, un éclat familier. Une Oldsmobile grise, phare tamisé, suivant à distance, respectable. Reed serre le volant. Allume une Lucky Strike, le filtre jauni comme les archives. Petrov est mort, se dit-il. Mais le doute ronge. Rapatrié, interrogé, puis évaporé? Les pins de Floride chuchotent des secrets slaves, et le défecteur, suant dans son costume trop serré, bredouille. Ils ont une copie, microfilmée à la Havane, via un curé polonais. La pellicule vit toujours. À Moscou, dans les entrailles du Loubianka, un archiviste aux doigts noircis par l'encre lit un rapport codé. Malone contacté par canal dormible. Proposition, échange contre silence éternel. Victor, cicatrice de Leavenworth encore vive, sourit dans la pénombre d'un cinéma Staline, où le cuirassé Potemkin ronronne sur l'écran. La guerre des missiles n'est qu'un écran de fumée. La vraie bataille se joue dans les drugstores de Brooklyn, où un gamin de 12 ans, neveu d'un ex-insider, trouve une pellicule vierge dans un tiroir oublié et appuie sur le déclencheur par jeu. Flash. Le monde tremble à nouveau. Toi, lecteur captif de cette spirale glaciaire, entends-tu le déclic? Les horloges du Kremlin et du Pentagone carillonnent à l'unisson, les néons des dîners clignotent comme des signaux morses, et la pellicule, infinie,
déroule ses ombres dans l'éternité d'une guerre qui ne finit jamais, seulement se réinvente, frame par frame, trahison par trahison. Les drugstores ferment leurs portes, mais les yeux, eux, restent grands ouverts. Tic-tac. Acte 3. Le déclic final. Brooklyn, 1962. Pluie battante sur les avenues grises, où les hot-dogs refroidissent dans les vitrines embrumées. Le gamin, Tommy Malone? Oui, ce. Malone, lignée maudite, fixe la pellicule noircie dans sa main potelée. Flash imprudemment déclenché. Un cadre flou d'un sous-marin soviétique, silhouette fantomatique sous les vagues caribéennes, avec, en surimpression, un code gravé comme une cicatrice. Opération Mirage. Il la glisse dans sa poche, court vers le drugstore, où sa tante Rosie, veuve d'un fantôme de la CIA, verse du café amer aux habitués. « T'as trouvé quoi, Petiot ?» Tommy hausse les épaules, mais ses yeux trahissent. Le monde adulte, avec ses missiles et ses mensonges, vient de s'inviter à la table du petit déjeuner. À la Havane, sous les palmiers alanguis par la salsa et la sueur, un prêtre polonais, Père Kowalski, exfiltré d'Auschwitz pour service rendu, bénit un microfilm dans la crypte d'une église en ruine. Castro rit au loin, cigare aux lèvres, tandis que des ombres cubaines et slaves dansent le tango des services secrets. Le film passe de main en main. Copy one to Fidel, copy two vers un chalutier balte. Khrushchev, moustache frémissante dans son bureau du Kremlin, reçoit le télégramme. Pellicule activée. Malone Jr. vecteur involontaire. Proposition. Neutralisé via Canal Brooklyn. Mais Victor, tapis à Leavenworth en cavale, murmure à son contact. Pas neutralisé, exploité. Reed, galaxie criblée de balles désormais, s'enfonce dans les marais des Everglades. Le défecteur cubain gît sur le siège arrière, gorge tranchée nette, cadeau de l'Oldsmobile grise, qui accélère dans le brouillard. Fares éteint, elle surgit. Yuri, l'officier du pont de Glienick, vieilli, mais yeux d'acier. « Colonel Reed » dit-il en anglais, teinté de vodka. La pellicule n'était pas pour Kennedy, ni pour nous, c'était pour lui. Un geste vers l'horizon, où un hélico US Army bourdonne. Petrov n'est pas mort. Rapatrié, il est le marionnettiste, double agent triple, fantôme dans la machine. La radio crachote. Berlin bloqué. Missiles à Cuba alignés. Mais le vrai tir? Dans la poche de Tommy. Moscou. Loubianka. L'archiviste, doigt tremblant, déroule la copie infinie. Frame de Reed à Berlin, Victor à Leavenworth, Yuri à la Havane, et maintenant, Tommy clignant sous le flash. Malone contacté, lit-il. Échange final. Silence contre le gamin. Victor, dans le cinéma, rit face à l'écran où Potemkin tonne. La guerre des ombres n'est pas au missile. Elle est dans ce déclic d'un drugstore, où Rosie trouve la pellicule, la développe en secret, et appelle un numéro ancien. Reed, c'est moi. La boucle se ferme. Toi, lecteur piégé dans ce carrousel d'ombre, sens-tu le flash? Les Everglades avalent les secrets. Les néons de Brooklyn s'éteignent un à un. Les horloges du Kremlin et du Pentagone s'arrêtent sur un frame éternel. La pellicule, virus immortel, infecte le sang des traîtres. Les drugstores rouvrent au matin, mais les yeux, les nôtres, capturent l'image finale. Trahison, flash. Fin, tic-tac ou restart.